Alors on va continuer de voir cet après-midi comment trouver un nouveau cadre justement pour ces missions et pour l'exercice au quotidien des métiers de ces professionnels de l'autonomie. On l'a vu avec la prévention et la qualité de vie au travail, comment mieux la valoriser dans les organisations. On l'a vu avec la formation et aussi l'évolution des carrières à l'instant. On va le voir dans cette dernière séquence à travers les nouveaux modèles d'organisation qui sont posés. Vous en avez certainement entendu parler, Burzog, Montessori et d'autres qui se développent avec une approche d'autonomie plus grande, avec une approche de concertation plus grande dans un certain nombre de structures. Alors, que sont ces modèles sur le terrain? Comment fonctionnent-ils? Quelle est leur reproductibilité exacte? On va essayer d'en parler avec les invités de cette dernière séquence. Je vais vous les présenter à côté de moi. Hélène Amieva, bonjour. Vous êtes professeure de psychogérontologie et d'épidémiologie à l'Université de Bordeaux, membre du conseil scientifique de la CNSA. Vous avez travaillé particulièrement sur les trajectoires de vieillissement et les innovations dans l'accompagnement au grand âge. Vous êtes directrice de l'équipe INSERM en charge de l'évaluation de l'impact du village Alzheimer monté dans les Landes, projet soutenu depuis 2019 par la CNSA, cette évaluation, on va en parler, et qui fait écho à ce que disait Bertrand il y a quelques instants. Il rêvait de cet EHPAD différent, et on va en voir quelques images. Avec nous aussi Lucie Chevalier, bonjour. Vous êtes doctorante CIFRE au Gérontopole de Nouvelle-Aquitaine et vous avez suivi la mise en œuvre du dispositif Imano, qui est soutenu par la CNSA aussi et qui vise à familiariser des directions de structure et des équipes de structure à un certain nombre de ces nouveaux modes d'organisation. Projet très ambitieux et très étonnant que l'on va partager avec vous. Nous avons aussi Catel Koenig avec nous. Bonjour. Docteur en sociologie associé au laboratoire d'économie et de sociologie du travail et le Lest, dont était aussi Anne-Marie il y a quelques instants à l'université d'Aix-Marseille. Vous portez avec votre collègue économiste de la même université, que l'on salue, Francesca Petrella, un passionnant projet de recherche sur l'intégration des outils numériques dans les organisations et particulièrement dans le champ des équipes autonomes. C'est porté via l'appel à projet de recherche numérique en santé et dans le médico-social de la mission recherche de la DRES. Et nous avons aussi avec nous Diane Desprat, bonjour, chef de projet innovation et évaluation à la direction de la prospective et des études de la CNSA, accompagnée de Béatrice Niederkorn, chargée de mission métier de l'autonomie à la direction de l'appui au pilotage de l'offre de cette même CNSA. Vous venez parce que vous avez travaillé toutes les deux sur un dispositif, et vous allez en parler, d'évaluation des équipes locales autonomes réalisées par la CSA. On va en dire quelques mots et on va tout de suite commencer en allant du côté de Cassel, dans le Nord, les Hauts-de-France exactement. On est allé suivre sur le terrain la mise en place d'une de ces structures d'équipe autonome. On est avec l'ADMR du Nord qui a choisi de déployer ces structures d'équipe autonome auprès d'un certain nombre d'équipes d'auxiliaires de vie. Alors ça repose sur une logique de sectorisation qui leur permet de gérer des bénéficiaires de manière moins étendue, élargie, et puis de gérer les plannings ensemble, et puis aussi d'avoir des outils numériques qui les aident à communiquer entre elles. Alors comment ça se vit du côté des auxiliaires, du côté aussi des managers qui font la coordination, et puis du côté de la direction qui a initié le projet. On est allé voir cela sur le terrain et on le partage ensemble, on en parle après. Un changement nécessaire pour les équipes et les bénéficiaires. Quand je suis arrivée en 2019, j'ai tout de suite été interpellée par une organisation qui était subie à tous les échelons. Subie à la fois par nos bénévoles, subie par les salariés d'intervention et administratifs, subie par mon équipe et subie par les usagers. Le temps et la société évoluent très très vite, les méthodes, la réglementation, le secteur s'est beaucoup contraint au fil du temps et on a senti que tout le monde était un peu dépassé par la situation et n'arrivait pas à se retrouver finalement à la fois dans ses missions et dans les objectifs qu'on se fixe, c'est-à-dire d'accompagner les personnes dans leur autonomie et la perte de leur autonomie surtout. Avant, comme on intervenait sur un grand nombre de bénéficiaires, on n'avait pas la possibilité de se voir entre les salariés et on était toujours, on travaillait toujours seul, on ne savait pas où
ou taper à la porte pour être écouté. Une organisation repensée. Le dispositif, il est quand même relativement simple finalement. Elles se réunissent plus ou moins régulièrement, donc selon les équipes, c'est une fois par semaine ou tous les 15 jours. Et elles ont toutes les informations nécessaires pour pouvoir planifier leurs interventions. On a un échange avec toutes les salariés. Avant, c'était beaucoup les mêmes qui passaient au bureau, les mêmes qui appelaient, alors que maintenant, on voit vraiment l'ensemble des salariés. On échange avec toutes, de ce qui va pas chez les bénéficiaires, mais aussi dans leur vie personnelle. Et pour, du coup, qu'elles se sentent mieux au travail, on met en place des choses, puisqu'on a connaissance de ce qui se passe pour elles au quotidien. Et puis surtout, l'élément clé que nous n'avions pas le temps de prendre auparavant, c'est qu'elles prennent en compte les besoins des usagers et ça c'est important. Le fait d'avoir énormément d'échanges avec les salariés fait qu'on a énormément de connaissances au niveau de ce qui se passe sur le terrain et du coup qu'on peut réagir, rebondir sur des situations et tout faire pour que l'usager il soit accompagné au mieux. On essaie d'intervenir chez le bénéficiaire. S'il y a une collègue qui se rend compte du moindre souci, elle parle en réunion avec les autres collègues pour signaler à la famille ou à la direction s'il y a des choses à apporter, éventuellement question matérielle, pour le bien-être du bénéficiaire. Ils ont un groupe un petit peu comme, donc ça s'appelle Signal, ça ressemble à Messenger ou WhatsApp, donc elles peuvent échanger entre elles. Moi je fais partie aussi des groupes, donc je peux aussi communiquer avec elles. Ce qui fait que s'il y a une information à transmettre, tout de suite c'est transmis. On n'a pas besoin d'attendre la prochaine réunion, donc c'est vraiment tous les jours cet outil sert et permet d'échanger pour une meilleure prise en charge du bénéficiaire. On échange surtout quand il y a un changement de planning à faire. Si on a une collègue qui a un souci de dernière minute ou qui ne peut pas intervenir chez la personne le soir, elle échange avec les autres sur Signal pour demander qui peut prendre sa place, qui peut y aller. De ce côté-là, on s'arrange quand même beaucoup mieux entre collègues. Par rapport à avant, c'était du papier, on ne pouvait pas se permettre de changer comme on voulait. Quelles précautions prendre ? Ça fonctionne parce que on a limité les responsabilités et on a mis en place quand même des garde-fous un peu de tous les côtés pour rassurer tout le monde. C'est important parce que, à mon sens, et la pratique au quotidien nous le révèle, les limites sont celles des responsabilités. Quand vous embauchez une personne pour faire de l'accompagnement du geste au corps, préparer le repas, elle ne signe pas pour faire du recrutement ou pour faire de la facturation. Et si on va trop loin dans la démarche, on les met en difficulté. Donc ça pose des questions à la fois de responsabilité, ça pose des questions de définition des postes. On sent vraiment des cohésions d'équipe, c'est vraiment des relations humaines assez fortes et qui se sont liées au fil du temps. Maintenant, on a un peu plus de liberté, même personnellement, pour la famille, pour les enfants. On a un planning qui est défini, qui est respecté par rapport à avant. Et pour rien au monde, je voudrais revenir en arrière. Je garde les équipes de proximité, 100%. Remerciements à la Fédération ADMR du Nord. Plus d'informations sur le site cnsa.fr. Elle garde les équipes autonomes 100% et on voit que ces équipes autonomes, elles transforment véritablement les pratiques, à cette échelle-là tout du moins, mais c'était dit aussi par Octavie, avec un certain nombre de précautions à prendre dans leur déploiement. Et je voudrais justement qu'on en parle avec vous, vous deux, puisque vous avez, Béatrice et Diane, travaillé justement, et vous travaillez sur une étude que porte la CNSA en collaboration avec AG2R La Mondiale sur l'évaluation d'un certain nombre de ces projets d'équipes autonomes qui fleurissent un peu partout. Vous le faites sur 4 départements. Il y a l'Orne, il y a l'Eure, l'Aisne et le Nord, dont l'ADMR fait partie bien évidemment. Une étude qui vise à évaluer un peu 3 grands pôles, la qualité de vie, la qualité de service et puis le coût de transformation, le coût économique de transformation d'une telle approche. Qu'est-ce qui a poussé la CNSA à s'engager dans une telle évaluation de ces modèles d'équipe autonome qui, je le dis encore, se développent de manière, on en reparlera avec Atel, ici et là depuis quelques années?
Alors effectivement, la CNSA a été et encore très largement sollicitée effectivement pour venir en appui finalement de différentes transformations des organisations, en particulier en direction des services à autonomie à domicile. Et dans ce cadre, justement, la CNSA a souhaité soutenir les transformations, notamment en équipes locales et autonomes. Et donc, comme vous l'avez indiqué, elle a formalisé 4 partenariats avec les départements que vous avez cités, et en leur posant un principe qui était celui de pouvoir permettre que des SAD fassent l'objet d'une évaluation, justement pour pouvoir objectiver et essayer de constater si ce type d'organisation en équipe locale a un intérêt à être poussé et à être incité plus largement. Donc l'évaluation, elle a également effectivement comme objectif ce que vous avez rappelé également, pour objectif d'identifier s'il y a effectivement des effets leviers réels et significatifs sur la question de la qualité de vie au travail des professionnels, sur la question aussi de l'amélioration de l'accompagnement des usagers, des bénéficiaires, et de s'assurer également s'il s'agit bien d'un modèle économique viable, en particulier sur le long terme. Ouais. Voilà. Et par ailleurs, dans la mesure où les effets seraient pertinents, la question se posera aussi de voir dans quelle mesure la CNSA éventuellement a vocation à inciter les différents départements à s'engager en fait dans le soutien de ce type de transformation. Et pour cela, on a aussi besoin d'estimer finalement le soutien financier nécessaire pour contribuer à ce déploiement. Oui, c'est financé encore, même dans l'ADMR du Nord, sur des financements qui sont encore pas pérennes à terme. Toutes, j'imagine, de ces structures d'équipe autonome n'ont pas les mêmes bases que ce que fait l'ADMR sur la gestion du planning, sur l'utilisation d'outils numériques. Quelles sont leurs motivations de ce que vous avez vu? Est-ce que finalement, il y a des traits communs dans la manière dont elles organisent cette autonomisation? Alors peut-être il est important de préciser que l'évaluation, elle a d'abord 2 objectifs. Le premier, c'est celui de comprendre la manière dont s'opère cette transformation, et la deuxième idée, c'est aussi de décrire les modèles qui en découlent, c'est-à-dire de voir comment les différents services se saisissent des 10 principes clés du modèle Buurtzorg, donc des équipes locales et autonomes, c'est les prérequis. Et donc, par exemple, créer des équipes réduites de 5 à 12 intervenants maximum, sectoriser les équipes sur des petites distances, des zones géographiques restreintes. C'est aussi déployer l'auto-organisation, etc. Et donc, ces critères, en tant qu'évaluateur, pour nous, il s'agissait non pas de s'assurer que les différents SAD respectaient l'intégralité des critères, mais plutôt de voir comment les équipes se sont saisies de ce modèle et l'ont adapté à leur quotidien en prenant en compte à la fois leur mode de fonctionnement, pour qu'ils soient bien évidemment plus adaptés à leur quotidien et également plus épanouissants pour les professionnels et plus adaptés aussi et qualitatifs pour les bénéficiaires. Et pour la question qu'est-ce qui motive ces structures à s'engager dans cette transformation, je pense tout simplement, et comme l'ont dit un certain nombre des intervenants tout au long de cette journée, c'est le constat d'un point de non-retour. Vraiment, voilà, c'est celui d'un secteur qui est à bout de souffle et qui fait face également à des difficultés de recrutement qui sont quand même conséquentes. Et donc, en s'engageant dans cette démarche, l'objectif, c'était une façon de trouver des alternatives pour redonner à la fois du sens au travail, également une qualité de vie au travail pour les professionnels et une manière parmi d'autres de réinventer, je dirais, les organisations. Voilà. On voit qu'il y a une grande adhésion. Alors, je ne vais pas vous demander si elle est la même pour tous et quelles conclusions vous en tirez, d'autant que l'étude, elle est en cours. Hein. Elle finit fin 24, donc on est dans le process de l'étude. Néanmoins, est-ce que vous percevez cette même
adhésion au fait de faire équipe qui est très fortement portée. Qu'est-ce qui change le plus significativement dans la réalité du travail, de ce que vous pouvez déjà constater ? Alors en effet, dans le cadre de cette évaluation auprès notamment de 4 SAD, on constate vraiment une adhésion forte à cette notion d'équipe et à cette nouvelle organisation effectivement en équipe, à tel point que même certains SAD ont déjà mentionné la volonté de développer d'autres équipes, enfin plus d'équipes au sein de leur structure. Et sinon, quand il n'y a pas cette volonté particulière de déployer des équipes locales autonomes, il y a notamment la volonté vraiment de créer des temps d'échange, des instances où voilà, les professionnels puissent se rencontrer et partager sur leurs pratiques, sur leurs difficultés. Donc c'est bien cela en fait qu'on voit comme changement significatif finalement avec cette transformation. C'est la mise en place d'un collectif de travail qui permet justement de pallier aussi un peu à cet exercice isolé en fait au domicile. Et donc c'est pas tant finalement la notion d'autonomie qui prime, mais vraiment la notion d'équipe, de faire collectif. Et ça, voilà, les témoignages à la fois sur les témoignages des auxiliaires de vie, mais les témoignages aussi tout au long de cette journée l'ont signifié en fait. C'est que vraiment, voilà, faire équipe, faire collectif, c'est important et c'est essentiel. Et en second lieu, je dirais aussi que la dimension de la sectorialisation, elle est essentielle. Elle est essentielle, comme c'était indiqué, pour limiter les temps de trajet entre les domiciles des bénéficiaires, pour les aides à domicile, et du coup, ça contribue d'une certaine manière à améliorer aussi leurs conditions de travail. Et c'est également important pour les usagers, puisque voilà, c'est des effets très bénéfiques, notamment par rapport au respect du planning. Voilà, et donc une amélioration aussi finalement pour la personne accompagnée. Et donc, bien sûr, il y a quand même cette dimension autonomie, même si elle n'est pas la plus importante et la plus mise en avant dans le cadre du soutien à l'auto-organisation. Mais ce qu'on observe, c'est qu'en fait, cette autonomie, elle se traduit notamment par une plus grande liberté, finalement, aux intervenants à domicile, aux aides à domicile, d'organiser leur planning et de mieux le gérer. Ouais, on le voit dans le reportage, clairement. Il y a dans le reportage 3 personnes, Octavie, on le voit, Marie-France, et puis il y a Aude. Aude, c'est celle qui est la manageuse, qui fait la coordination, peut-être la plus discrète des 3 dans le reportage. Mais quand on est sur le terrain, on voit bien que c'est peut-être probablement celle dont le métier est le plus impacté, bouleversé, transformé par cette autonomisation. Est-ce que vous avez constaté cela et quelles difficultés ça peut aussi poser pour ces professionnels de l'encadrement ? Alors oui, c'était de toute façon dès le début de la mise en place de l'évaluation, la redéfinition du poste de responsable de secteur, c'était un point d'attention fort pour nous, puisque notamment au départ, donc dès le début, on a constaté une certaine réticence de la part de certains responsables de secteur qui s'interrogeaient sur le devenir de leur fonction, avec la peur de se voir également dépossédés d'une partie conséquente de leur mission. Et c'est à ce niveau que le travail des directeurs et directrices a été essentiel pour expliquer et rassurer sur la nécessité de cette évolution. Et surtout que ça ne signifiait pas une restriction drastique de leur mission. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les responsables de secteur, ils le disent très bien, auparavant, ils étaient constamment dans une situation d'urgence, à devoir revoir les plannings, combler les absences, également repenser la logistique. Et aujourd'hui, ils ont... cette transformation, elle leur a permis, je dirais, de retrouver à la fois du temps pour manager, du temps d'équipe, pour discuter avec donc, les professionnels concernant donc, les bénéficiaires, mais également du temps pour réajuster les modalités d'intervention en fonction de l'évolution de santé du bénéficiaire, etc. Et que ce temps-là, il a pu apparaître à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Alors, bien sûr, ce qu'il faut, à la suite de cette transformation,
tout ne s'améliore pas. Je pense qu'on peut être clair là-dessus, mais on note malgré tout que la gestion des absences en urgence, elle est moins présente. Et donc, elle est moins source de stress pour ces professionnels. Et bien évidemment, ce travail de logistique, il est toujours présent, mais dans une moindre mesure. Et c'est un aspect qui nous semblait vraiment important aussi à pouvoir analyser et évaluer. On voit dans ce reportage qu'elles ont leur téléphone et leurs téléphones deviennent un peu des messageries avec lesquelles elles échangent au quotidien sur le terrain, sur la réalité des prises en charge dans l'instant, des besoins qu'elles ont les unes des autres, des ajustements qu'elles ont à faire. Je voudrais me tourner vers vous, Catel, parce que vous avez donc porté avec votre collègue Francesca Petrella, qui nous suit peut-être à distance, plusieurs études vraiment sur l'intégration et l'utilisation de ces outils autonomes. Alors, dans le cadre d'équipes autonomes, ça c'est l'étude qui est en cours que vous portez autour de 4 structures, 2 en France, 2 en Belgique, mais vous aviez fait un travail en amont, et d'ailleurs les 2 se parlent vraiment, en 2017, sur la mise en œuvre plus globale de ces outils-là, en interrogeant les directeurs, les responsables, les startups aussi, pour voir un peu comment ça se mettait en place. Et cette étude, je voudrais qu'on en dise un mot, parce qu'elle est assez étonnante. Elle dit que finalement, le coût, ça va. C'est pas le coût économique qui pose problème. Alors, il y a à la fois les logiciels métiers, puis il y a les outils, comme on le voit, qui se mettent en place. Mais que tout le monde n'a pas le même discours et la même vision et les mêmes attentes par rapport à ces outils-là. Comment est-ce que ça se caractérise ? Alors effectivement, il n'y a pas les mêmes attentes selon les types d'acteurs qu'on a interrogés. Cette étude, en fait, c'est une étude exploratoire où le terrain a été fait en 2018 et 2019, où en fait on nous demandait de répondre à la problématique suivante, qui serait en fait finalement, est-ce que la modernisation technologique ou la modernisation numérique, elle pourrait améliorer les conditions de travail des aides à domicile. Donc pour ça, on a été interrogé d'un certain nombre d'acteurs parties prenantes dans le secteur, pour voir ce qui se fait d'une part, ce que les uns et les autres connaissent de cette situation et de ces projets, et puis comment c'est ancré ou non sur la réalité de l'activité du travail. Et ce qu'on a effectivement bien montré, c'est qu'il y a une espèce de décalage entre, finalement, il y a une réelle volonté institutionnelle de la part des pouvoirs publics d'œuvrer dans le sens d'une modernisation technologique numérique, des conseillers régionaux, départementaux qui sont aussi partie prenante là-dedans, d'un secteur du coup qui peut se tourner vers des start-up ou vers des entreprises qui vont développer des projets technologiques, mais en fait que tout ce travail de réflexion et d'anticipation sur de la nouvelle technologie ou du numérique se fait sans les structures d'aide à domicile en fait. Parce que quand on interrogeait tout le monde, on avait des projets très novateurs sur l'habitat connecté, des projets sur des capteurs de chute, de prévention, des applications qui sont là pour anticiper les fragilités des personnes qui peuvent devenir dépendantes, etc. Donc beaucoup de choses, et en même temps, les dirigeants et dirigeantes de structures d'aide à domicile qui étaient globalement assez peu au courant de tout ça et qui, eux, sont dans d'autres besoins au quotidien. Les besoins étant en 2018-19 au moment de l'enquête, mais ils ne devraient pas avoir sensiblement évolué, mais les besoins étant finalement pour un dirigeant ou une dirigeante un problème finalement de demande croissante des usagers, des bénéficiaires, dans un modèle économique extrêmement contraint, et avec des équipes dans lesquelles il y a un turnover très fort, puisque un vrai problème d'attractivité. On en a beaucoup parlé, ça a déjà été dit à plusieurs reprises. Donc on a été effectivement assez étonnés de cette espèce de grand décalage qu'il y aurait entre les projets de déploiement de nouvelles technologies qui sont proposés, fortement soutenus par les acteurs institutionnels, travaillés donc avec des start-up, et qui sont, là c'est important aussi, prioritairement centrés sur le maintien à domicile des bénéficiaires. Et puis, dans une autre sphère, finalement, les besoins des directions, des structures d'aide à domicile et des besoins des aides à domicile en matière de conditions de travail, qui restent toujours des postes, on l'a déjà dit à maintes reprises, aux conditions de travail finalement très difficiles, occupées par des femmes qui sont dans des emplois non reconnus comme qualifiés, puisque mobilisant des compétences naturellement féminines dont parlait Anne-Marie Arborio tout à l'heure, des conditions de travail très difficiles, avec une sinistralité très forte dans le métier, et des salaires
très bas. Donc on a vraiment deux espaces avec des types d'acteurs qui en fait communiquent peu. Alors pour répondre quand même à la question de la convergence des acteurs, des différentes parties prenantes, on n'a pas observé finalement cette convergence pour une modernisation technologique numérique. Et pour les directions, l'attractivité du métier, ce n'est ni l'outil numérique ni la modernisation technologique, mais ça peut être effectivement une nouvelle organisation du travail type équipe autonome qui va mobiliser des outils. Et d'ailleurs, dans les constats que vous faites, vous dites c'est assez étonnant de voir que aussi bien dans la conception que dans le déploiement, ces outils, qu'on parle de logiciels métiers ou d'outils connectés, ne sont pas pensés pour les professionnels. Ils sont pensés pour les structures ou les bénéficiaires, mais les professionnels n'ont pas voix finalement là-dedans. Oui. On a fait ce constat vraiment en interrogeant les différentes parties prenantes. Et dans de ces entretiens croisés finalement avec les différents types d'acteurs, on découlait notre analyse en termes de ce qu'on a appelé un impensé. C'est-à-dire que lorsque des outils technologiques et numériques sont pensés, imaginés, ils le sont, je disais, pour permettre aux bénéficiaires de rester le plus longtemps possible au domicile, ou pour permettre au personnel support dans les agences, finalement, via des logiciels métiers, d'optimiser leur travail, en fait. Mais on n'a à aucun moment réussi à trouver de projets autour d'outils numériques et technologiques qui soient pensés avant tout et surtout autour de l'activité du soin à domicile, de l'aide à domicile, du travail quotidien. Et donc, il y a des outils qui peuvent permettre peut-être d'améliorer ce quotidien, mais ce n'est pas pensé pour cela. Et ça, vraiment, c'est ce qui nous a frappé, c'est qu'on se disait finalement, il y a une absence de mention, d'allusion, de concertation avec les aides à domicile. Alors, ce matin, je crois que Emmanuel Puissant parlait des métiers oubliés. C'est vraiment le qualificatif qui correspond. Et effectivement, c'est un facteur limitant parce qu'on sait aujourd'hui que les innovations, quelles qu'elles soient, dans un lieu de travail, c'est pas finalement un processus descendant qui peut arriver de la direction et qui demande à chacun de mettre en œuvre ce qui a été prévu, mais on voit bien que ça nécessite une participation très active des acteurs, que ça nécessite du temps dédié autour de ça, ça nécessite de construire un intérêt partagé pour agir, et que en n'associant pas les professionnels, on risque que les outils ne soient pas appropriés et qu'ils ne soient pas utilisés éventuellement. Et on risque aussi, avant tout, de mettre en difficulté les équipes et l'activité. En quoi les structures d'équipes autonomes offrent, que vous suivez donc maintenant, offrent une dimension nouvelle et une possibilité d'intégration plus grande et au plus près des pratiques professionnelles de ces outils-là ? Alors, ce qui est intéressant, mais là, ça va être, quand j'écoutais mes collègues à droite, ça va être tout à fait redondant avec ce qui a été dit, mais en fait, qui est plutôt rassurant sur on est d'accord sur finalement ce qu'on voit sur le terrain. En fait, effectivement, les équipes autonomes, elles peuvent offrir une amélioration des conditions de travail sur certains aspects, en proposant, comme vous l'avez dit, un collectif de travail qui est, et le documentaire le disait très bien tout à l'heure aussi, quasi inexistant dans une organisation classique de l'aide à domicile, puisque l'aide à domicile fait seule son travail chez un bénéficiaire seul. Donc ça permet des temps d'échange sur l'activité, sur les bénéficiaires, sur les difficultés rencontrées aussi. Moi, j'ai fait toute une série de séquences d'observation de réunions dans lesquelles, par exemple, j'ai assisté à une réunion où il y a eu des échanges qui ont fini par sortir, une parole qui a fini par se libérer sur un cas de harcèlement sexuel chez un bénéficiaire, avec les aides à domicile qui, seules, n'auraient osé en parler à personne. Elles en parlaient d'ailleurs à voix basse pendant la réunion. Et elles ont pu, du coup, à ce moment-là, mettre en mots ce qu'elles vivaient et se donner un peu des trucs sur comment je fais avec cette personne. Donc, ce collectif de travail, c'est vraiment un des facteurs clés et forts sur l'amélioration des conditions de travail. C'est aussi une organisation du travail qui permet une grande autonomie, vous l'avez dit, et en fait la grande autonomie, elle va de pair, vous l'avez dit aussi, mais on le voit nous très bien sur le terrain, avec une meilleure conciliation des temps. Oui, mais les outils numériques là-dedans, est-ce qu'ils interviennent de manière assez intuitive en fait à cette autonomie ? C'est ce qu'on voit a priori dans l'ADMR. Hein. Intuitif, je ne dirais pas intuitif, parce qu'en fait, on voit bien que la socialisation à des outils, elle se fait toujours par de l'expérience, par de la formation, elle ne se fait pas toute seule. Il y a un espèce de présupposé sur le numérique qui serait que certains auraient des appétences au numérique et d'autres n'en auraient pas. Et c'est ce que montre très bien l'ouvrage de Benedetto Meyer et
en Camembert sur sociologie du travail numérique, qui montre en fait que tout ça n'est pas une question de facilité personnelle ou individuelle, et que c'est encore une histoire de collectif et d'organisation. C'est-à-dire que si on a eu l'habitude dans son parcours professionnel d'utiliser des outils, si on a été formé, bien sûr qu'on est plus à l'aise ensuite. Donc c'est pas intuitif en fait, et on le voit très bien dans la manière dont vont se mettre en place les équipes autonomes, nous sur le terrain. Finalement, ce qu'on dit là sur les équipes autonomes, ce qu'elles peuvent permettre comme amélioration des conditions de travail, pour que cette nouvelle organisation elle permette ça, il faut nécessairement que ces équipes autonomes soient extrêmement accompagnées et soutenues par la direction, par l'encadrement intermédiaire. Sans ça, il y a... Dont les cadres intermédiaires dont parlait... Absolument. Et les cadres intermédiaires qui peuvent être également mis en difficulté par ailleurs, en fait, parce que ce qu'on observe sur l'encadrement intermédiaire, on n'avait pas imaginé, en fait, finalement, passer beaucoup de temps sur l'analyse de cet échelon-là. On imaginait que les choses seraient plus compliquées pour les salariés, et finalement, on voit que c'est sur les deux niveaux. Ce qu'on voit, c'est que l'introduction de nouveaux outils pour l'encadrement intermédiaire, c'est une charge de travail supplémentaire dans le cas des équipes autonomes. C'est-à-dire que la première année, il faut aller chercher les volontaires, il faut les informer sur comment ça va se passer, il faut les rassurer, puis il faut les former, il faut même faire l'assistance technique des téléphones, parce que souvent, ce n'est pas pensé. Donc, il y a toute une charge de travail supplémentaire dans des emplois du temps et des agendas. On avait dit que le modèle économique est très contraint. Elles sont très peu nombreuses, donc la charge, elle est énorme. Pour l'exemple de cas de terrain qu'on connaît, sur les 2 agences que je suis, en observation sur 2 ans, les 2 responsables d'équipe ont toutes les 2 un burn-out l'année précédente où je venais en observation. Donc il y a une charge de travail qui est immense, et on en rajoute avec cette nouvelle organisation. Et ça vient par ailleurs, vous l'avez très bien dit, bouleverser le métier d'encadrement, puisqu'on passe d'un poste de gestion du planning et puis un peu descendant à du management participatif, sans pour autant toujours qu'il y ait une formation qui soit prévue pour cela. Et ça, moi j'ai vu effectivement aussi des responsables d'équipes qui pouvaient être très en difficulté parce qu'elles sont sommées de changer leur méthode de management sans avoir forcément les outils. Je voudrais compléter peut-être avec vous sur votre étude. On ne va pas reprendre tout ce qu'a dit Catel sur l'intégration organisationnelle de ces outils. Mais moi, ce qui me marque aussi un petit peu dans l'exemple qu'on voit de la DMR, c'est qu'elles sont sur Signal ou elles pourraient être sur WhatsApp. C'est un peu bricolo, cette histoire-là. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans des enjeux de RGPD? Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans des enjeux de modération? Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux de sanctuarisation d'outils qui soient un peu validés? Parce que là, c'est mon téléphone, j'ai un message de ma fille, j'ai un message de ma collègue, j'ai un message... Oui. Tout à fait. En fait, c'est exactement les points d'attention qu'on a eus. C'est vrai qu'on a été surprise au départ de voir l'utilisation de Signal, WhatsApp, enfin tous ces outils de discussion, etc. Se pose la question en effet de la confidentialité, de la sécurité des données, également la question RGPD, bien évidemment. Et c'est surtout, je pense qu'il y a aussi un point qui nous semble également intéressant, c'est le fait qu'il faut que dans ces groupes, en tout cas Signal, WhatsApp, etc., dans ces groupes et ces fils de discussion, il faut qu'il y ait un modérateur, donc le responsable de secteur. Aude le fait. Oui. Et heureusement d'ailleurs, parce que en fait, ça permet à la fois de s'assurer que toutes les aides à domicile ont le même niveau d'information. Si à un moment donné, il y a une situation critique, qu'elles puissent intervenir et conseiller les aides à domicile. Alors bien évidemment, ces outils, ils ont un intérêt d'importance, c'est qu'ils permettent de rompre avec l'isolement. Mais il faut que ce soit fait dans un cadre, et ce cadre, il doit être pensé en amont. Et c'est la difficulté, justement, des services, c'est de pouvoir avoir des applicatifs qui permettent de répondre à ces enjeux, tout en étant accessibles pour les aides à domicile, c'est-à-dire facile d'utilisation et facile d'adaptation. Oui, ce qui rejoint ce que disait Catel sur le fait de les penser aussi avec la voix et les concevoir aussi avec les professionnels eux-mêmes pour ne pas se retrouver avec des cas d'usage qu'on voit se multiplier. Vous pouvez continuer à nous poser des questions, hein, n'hésitez pas, le chat est ouvert, on prendra des questions à nos différents intervenants. On voit des modèles d'organisation du travail et on va en voir un autre, et il est intéressant et complémentaire de ce qu'on a vu, parce que ce n'est pas l'organisation du travail seulement qui est changée, c'est l'organisation de l'accompagnement dans son ensemble qui est repensée.
Et comment qu'on repense l'organisation d'un accompagnement dans son ensemble, à échelle d'une structure et d'un établissement, ça change aussi l'organisation du travail. Et ça, on va en parler avec vous, Hélène. On va aller du côté des Landes, votre belle région de Nouvelle-Aquitaine, où un village Alzheimer s'est donc monté en 2019. C'est l'ARS et le département qui ont pris cette initiative-là. Ces villages Alzheimer, ils existent depuis 2009 en Hollande. Ils se développent dans quelques pays depuis. C'est vraiment des structures assez étonnantes, très ouvertes. Et comme l'aurait dit Bertrand, plutôt que d'en parler, regardons-les et on en parle après. Donc vidéo, on va au village Alzheimer. Dans le projet, ce qui nous plaît, c'est que on laisse la place aux villageois, on essaye de conserver au maximum l'autonomie dans le village. Ce n'est pas un institut, ils sont dans une maison, on essaye de recréer leur mode de vie, leur lieu de vie. Et puis ici, il y a un très gros parc où ils peuvent déambuler, où on se sent bien, ils ne se sentent pas emprisonnés. J'ai travaillé beaucoup à domicile et c'est ce que je voulais retrouver ici au village, c'est pouvoir faire des soins corrects, prendre le temps avec les villageois comme un peu en soins à domicile. Il y a un esprit village, il y a un esprit quartier, je dirais plus aussi, puisqu'ils font des fêtes entre quartiers, ils font des apéritifs entre quartiers, ils s'échangent aussi, il y a des villageois qui viennent dans les différentes maisonnées, le quartier, la colocation, voilà, cet esprit vraiment, il est vraiment extraordinaire. Je suis bien, je sais pourquoi je viens le matin, je sais que je vais les voir et que si je peux leur donner un peu de bonheur, c'est ce qui m'importe. C'est agréable pour les villageois, c'est agréable pour nous quand on les voit sourire, quand on voit qu'ils sont heureux, qu'ils participent et ça les apaise. Voilà. On voit que ça leur apporte de la joie. Des fois, si je me trompe en chantant, ils me disent « Mais dis donc, tu t'es trompé, c'est pas ça. » Alors j'adore quand ils me disent ça. La structure faite par petits pavillons comme ça, c'est déjà mieux qu'un grand bloc, je vais dire. Hein, donc dans une maisonnée, on est une dizaine. Bon. Toujours une exception ou deux, quoi. Des affinités, mais bon. Et une très bonne ambiance. Oui, il y a une vie sociale à l'intérieur du village qui est préposée à faire les petites courses le matin. Tu fais des activités que tu ne faisais pas avant. Tu refais du jardinage. Enfin, toi qui étais un homme de la terre, c'est... Et du Scrabble. Bon, et après, tu t'es mis à des activités intellectuelles que tu ne faisais pas avant. Voilà. Je découvre. J'ai découvert un nouveau papa. Oui, on voit, alors c'est une sacrée structure si on peut le dire. Alors il y a des quartiers, ils ont tous leur logement indépendant et puis on fait la fête beaucoup. Une brasserie, il y a une épicerie, il y a des logements pour les aidants. C'est un sacré lieu. Alors vous l'accompagnez depuis le début pour un projet d'évaluation, on va en parler. Mais avant peut-être quelques mots sur... En quoi ce lieu, on va avoir des images d'ailleurs du lieu qui vont défiler sur l'écran derrière nous, se différencie dans l'organisation et dans sa vie d'un EHPAD classique? Alors d'abord, c'est un EHPAD, effectivement, au plan médico-administratif, c'est bien un EHPAD. Mais je pense que ce qui frappe le plus, c'est que ça ne ressemble justement pas du tout à un EHPAD. Et moi, pour avoir accompagné de nombreuses personnes dans leur visite du village, c'est vraiment les premiers mots que j'entends. Mais vraiment, on ne se croirait pas dans un EHPAD. Et c'est vraiment pas anecdotique, en fait. C'est tout le pari et tout l'objectif de ce projet. Ne rien donner, ne rien montrer d'un établissement médical, et pourtant c'en est un, bien sûr, hein, c'est un établissement médicalisé, mais sur le plan visuel, il n'y a vraiment aucun stigma, aucun signe saillant qui vous rappelle que vous êtes dans un établissement médicalisé. Les soignants n'ont pas de blouse blanche, vous l'avez compris, les maisonnées sont meublées avec des meubles que vous pourriez vous-même avoir chez vous. L'architecture y est pour beaucoup, bien évidemment. C'est bien illustré dans le reportage. Le village est organisé en quartiers, 4 quartiers, chaque quartier composé de 4 maisonnées dans lesquelles vivent 7 à 8 villageois. Et puis, donc, chaque quartier a sa propre place. Et effectivement, très souvent sont organisés des apéros, des goûters, enfin toutes les bonnes excuses sont prises pour se rencontrer et puis pour boire un verre ensemble. Et puis, la place centrale, hein, ce ne serait pas un village s'il n'y avait pas la place du village, la place autour de laquelle figurent de nombreux lieux de vie, de rencontres, un café-restaurant, un salon de coiffure,
une médiathèque, une épicerie, ouverte à tout le monde, hein, aux villageois bien sûr, mais aux familles, aux bénévoles et aux personnes extérieures. Donc ça, évidemment, ça tranche pas mal par rapport à un EHPAD classique. L'autre chose très très importante et très appréciée, notamment des professionnels, mais pas seulement, je pense qu'on y reviendra, c'est le respect des rythmes et des routines. Et ça impacte bien sûr sur l'organisation du travail. Il n'y a pas de temps dédié, d'horaire imposé pour le lever, pas d'horaire imposé pour la toilette, pas d'horaire imposé pour le repas. Et donc, à midi, autour de la table, on va croiser des personnes qui prennent leur café au lait et en même temps que d'autres personnes prennent leur déjeuner. Ça ne pose absolument aucun problème. Et puis, si on n'a pas envie de se laver parce qu'on est ronchon, eh bien, on ne se lave pas ou plus tard dans la journée. Voilà, ça fait partie de la normalité. Et donc, justement, normalité, c'est un mot important. Tous ces ingrédients sont faits de manière à offrir une vie aussi ordinaire et normale que possible. Au fond, qu'est-ce qu'on veut vraiment en vieillissant? Même si on ne vieillit pas très bien parce qu'on a malheureusement une maladie neurodégénérative qui vient mettre à mal sa cognition et ses capacités fonctionnelles, qu'est-ce qu'on veut? C'est garder sa vie, son train-train, et puis c'est déjà beaucoup. Et donc, c'est vraiment ça ce qui est recherché en mettant l'accent, un accent vraiment très prononcé, très affiché, très assumé sur le social. Et la notion de lien, on part du principe, du postulat que c'est pas parce qu'on a des troubles cognitifs importants, qu'on a un niveau de dépendance important, qu'on n'est plus en mesure de bénéficier de la présence des autres et qu'on n'est plus en mesure d'apporter quelque chose aux autres. J'entendais la dame tout à l'heure, la dame âgée, je n'ai pas retenu son prénom, qui disait, au fond, c'est dramatique parce que j'ai l'impression de ne pas donner autant que je pourrais donner. C'est vrai. Et là, se mobilise sur ce village, il y a 150 professionnels, on va en parler bien évidemment. Il y a des bénévoles qui sont présents, très présents sur l'épicerie, la brasserie. C'est eux qui gèrent un peu toute cette activité sociale. Il y a les aidants qui peuvent venir, ils ont des logements s'ils veulent rester, la population qui peut participer. Donc c'est vraiment très ouvert, très mélangé, beaucoup de monde. Et puis vous avez été sollicité pour conduire une évaluation scientifique de ce modèle-là. Alors, c'est la première, hein, bizarrement, ça s'est développé il y a une dizaine de villages Alzheimer dans le monde entier. C'est la première fois qu'il y a une étude d'évaluation scientifique qui est conduite, et avec vraiment de l'ampleur. Hein. C'est-à-dire, vous avez 4 ans sur place, vous avez un centre de ressources existant dans le village, avec un conseil scientifique du village, et vous pouvez vous interviewer l'ensemble des parties prenantes, si je puis dire, de cette belle et grande aventure. Comment est-ce que vous conduisez cette démarche et d'observation et d'évaluation? Alors d'abord, un mot pour dire à quel point elle est importante. Il y avait tout à l'heure, lors de la table ronde précédente, un magnifique plaidoyer sur l'audace, l'importance d'être inventif, créatif, audacieux. Je souscris complètement à ça. Mais c'est encore mieux quand cette audace s'accompagne d'une évaluation et d'une bonne évaluation qui nous permettra de tirer des leçons, parce que malheureusement, beaucoup d'initiatives voient le jour, on s'en réjouit, on constate des choses intéressantes, et puis ça s'arrête là, parce qu'au fond, on n'est pas vraiment capable de dire clairement ce que ça a apporté. Donc là, vraiment, je trouve que ça fait vraiment partie de l'audace de ce village que d'avoir, dès le début, conçu la recherche comme faisant partie intégrante du projet. Donc ce n'est pas nous qui sommes arrivés avec nos cartables et nos ordinateurs en proposant nos services pour évaluer le village. C'est vraiment l'inverse. Ils ont conçu le village comme un modèle expérimental au service des personnes accueillies, bien sûr, mais finalement de la communauté. Et donc c'est la raison pour laquelle nous y menons cette recherche externe, objective. Parfois, je parle du village avec un peu d'enthousiasme, mais c'est probablement mon tempérament. Je n'oublie pas de rester à ma place en tant que chercheur avec un regard aussi objectif que possible. Et oui, effectivement, il y a ce qu'on appelle un centre ressources et de recherche au sein du village. Alors, c'est à la fois un détail, un petit rien, et en même temps c'est extrêmement précieux. Un rien parce que c'est pas évidemment un magnifique laboratoire de 500 mètres carrés avec des équipements sophistiqués, on n'a pas besoin de ça, mais c'est à la fois très très précieux parce que ça ancre la recherche dans le village, ça inscrit la recherche dans le projet institutionnel, et on a une visibilité remarquable auprès des villageois eux-mêmes, auprès des familles qui sont parfaitement informées de ce qu'on y fait et pourquoi on fait ça, auprès des professionnels, et finalement
de l'ensemble des publics. Avec du coup des entretiens sur 4 ans, je le dis, de l'ensemble de ces intervenants, sur le suivi un peu des États, sur leur représentation. Enfin, c'est vraiment une démarche très très structurée et d'une belle ambition, si je puis dire. Je voudrais m'attarder évidemment sur les professionnels présents, alors qui sont détachés ou qui sont arrivés sous différents statuts. 150. L'étude est en cours, donc vous ne pouvez pas tirer de conclusion, évidemment, encore là non plus. Néanmoins, qu'est-ce qui les motive à venir, ces professionnels dans ceux-là, et quels sont les profils? Alors, je vous corrige, c'est 120 professionnels. 120, oui, pardon. 120 professionnels, c'est déjà beaucoup. Alors, qu'est-ce qui les a motivés? La première chose, peut-être, qu'on peut dire, c'est que rappeler que le village a ouvert en 2020. 2020, ce n'était pas une année particulièrement enthousiasmante au plan social, sanitaire. Donc, on aurait pu se dire, oh là là, pour recruter du personnel, ça va être compliqué. Et en fait, il y a eu un grand nombre de candidatures qui sont parvenues au village, très grand nombre, y compris de personnes qui ne travaillaient pas dans le secteur de la gérontologie. C'est suffisamment rare pour être souligné. Ça veut dire que le modèle était attractif, et pas seulement pour les professionnels des travaillant habituellement en EHPAD. Donc ça, c'est un premier élément intéressant. On a posé la question lors de la première entrevue qui a été proposée aux professionnels. On a posé la question de leurs attentes. Pourquoi ils venaient? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Et quelles étaient finalement les raisons qui les avaient amenés à postuler? Alors, bien sûr, diverses raisons qui ont été invoquées. Il y en a 4 vraiment qui reviennent extrêmement souvent. Alors, la première, c'est pas dans l'ordre, vraiment les 4 ont été extrêmement fréquemment reportés. La première, c'est le cadre. Le cadre, on travaille dans un beau cadre, un cadre apaisant, verdoyant. Voilà, travailler dans le beau, je vous apprends rien, je viens pas de l'inventer, mais travailler dans le beau, je pense que c'est aussi important pour la qualité de vie au travail. Alors bien sûr, on va pas se mettre à construire des beaux bâtiments partout, ça coûterait évidemment trop cher, mais peut-être que cet aspect, l'esthétique, le visuel, est peut-être un peu négligé, et au fond, il y aurait peut-être moyen d'embellir, entre guillemets, nos établissements avec des moyens pas si importants que ça. En tout cas, une réponse importante, le cadre, on y est bien, on y travaille bien, ce cadre est important. Deuxième mot qui revient très souvent, c'est l'aspect non médicamenteux. Alors, y compris chez les soignants. Donc, je rappelle évidemment que les approches qui sont déployées, ce n'est pas exclusivement des approches non médicamenteuses. Il y a bien des médecins et des paramédicaux qui sont là et bien là. Néanmoins, on met beaucoup en avant l'accompagnement non médicamenteux. Et les soignants, et je dis bien les soignants, y compris les infirmiers, nous disent qu'ils sont venus là parce que, bien sûr, ils vont faire du soin, c'est leur métier, mais pas que. Et ce pas que, entre guillemets, est encore une fois, très fortement mis en exergue par le village. Donc, ils avaient envie de se retrouver dans ce non médicamenteux aussi. Le troisième élément qui revient très très souvent, c'est la notion de respect et de bienveillance. Ce que disent les personnels, c'est j'ai l'impression, quand je rentre chez moi, j'ai l'impression d'avoir fait mon métier tout en respectant les personnes. Et c'est important pour moi de travailler dans le respect de la personne âgée. Et le 4e élément, mais qui est complètement en lien avec cette notion de respect, c'est la notion de temps. Alors, je sais que ce matin, une intervenante qui a beaucoup élaboré autour de cette notion de temps, où elle est vraiment, je pense, très, très importante. Ici, on prend le temps. On prend le temps de faire, on n'est pas minuté, on n'a pas des horaires impartis pour faire telle et telle tâche. On prend le temps de faire, parce qu'on a beaucoup de travail, mais voilà, on le fait tout en échangeant, tout en... Justement, comment est-ce que... Alors, premières observations, puisque du coup c'est en cours, mais que vous faites montre qu'il y a une approche un peu différente dans l'organisation et la gestion des tâches au quotidien. C'est pas simple quand madame prend son café à midi et qu'à côté il y a un monsieur qui est en train de déjeuner et que du coup il faut s'adapter à tout ça. Absolument. Alors, il y a un pari qui a été fait, mais c'est là où je suis très prudente. C'est la suite qui nous dira si ce pari est gagnant ou pas. Il y a un pari qui a été fait de décloisonner certaines tâches, certaines seulement, bien sûr.
Et je vais donner pour exemple les maîtresses, les maîtres et maîtresses de maison. Je vais souvent le dire au féminin parce qu'elles sont en majorité des femmes. Plusieurs intervenaient dans le reportage. Il n'y a pas dans le village de personnel dédié à l'entretien, et puis un personnel dédié à la prise de repas, et puis un personnel dédié aux toilettes, et puis un personnel dédié au linge, par exemple. C'est la maîtresse de maison qui va être en charge de toutes ces tâches au niveau de la maisonnée, et pas que. De nouveau, j'utilise cette expression, et pas que, parce qu'elle va être aussi là pour tenir compagnie, pour discuter, pour improviser une activité ludique ou divertissante avec un bénévole. Elle va être là aussi pour accueillir les familles. Et donc, cette maîtresse de maison va devenir vraiment la pierre angulaire de la maisonnée et finalement du village, à l'échelle du village. Donc, ce décloisonnement rend leur journée bien occupée, mais en même temps change complètement l'image qu'elles ont de leur métier, qui ne devient pas un métier ou de service ou d'entretien ou je ne sais quoi, mais qui devient un métier d'accompagnement. Et c'est vraiment ça qu'elles vont mettre en avant lorsque elles vont parler de leur métier. Et l'importance qu'elles ont dans le regard des villageois, dans le regard des familles, mais aussi de leurs collègues, qui vont très souvent faire référence à elles pour savoir comment vont les villageois, comment s'est passée la nuit, est-ce qu'il y a eu des troubles du comportement ou pas. On va venir vers elles pour ce genre de choses. Leur confère une importance très importante et donc une vision probablement de leur métier différent. Oui, vous dites elles sont même invitées aux fêtes, etc. Donc il y a la valorisation. Sophie, il y a une petite question qui est quel est le coût pour la personne d'un accompagnement dans un village Alzheimer de ce type-là ? Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est un EHPAD public et donc le coût est strictement le même, en tout cas pour le villageois, que ce qu'elle paierait si elle était dans un EHPAD lambda public. Donc c'est 62 € par jour, tarif journalier, voilà. Il y a des surcoûts qui sont aujourd'hui assumés, notamment par le département. Et dans la recherche que nous menons, je n'ai pas donné de détails, il y a une partie évidemment très importante dont il ne sera pas question aujourd'hui dans cette table ronde, mais qui est une question brûlante, évidemment, c'est la question du modèle et du modèle économique. Est-ce que c'est un modèle viable au point, est-ce qu'il est efficace, question très importante, est-ce qu'il est viable au plan économique? Et donc on va chiffrer. On est en train de faire ce travail avec des économistes de la santé qui connaissent bien mieux que moi ces questions-là. On est en train de chiffrer justement ce que ça coûte, ce que ça permet aussi d'économiser, parce que ça ne fait pas que coûter, ça permettrait d'économiser probablement des hospitalisations, par exemple. On reviendra là-dessus, je pense, dans de prochaines rencontres, parce que le projet est en cours et il est passionnant. Je voudrais qu'on comprenne les minutes qui nous restent avec un dernier projet qui est intéressant, parce qu'il amène justement un peu à avoir une vision générale de tout ça, puisque c'est ce projet Imano porté par le Gérontopole de Nouvelle-Aquitaine. On voit qu'il y a beaucoup de méthodes, de structures, d'approches. Celle qu'on parle, ce qui est autonome, c'est venant plutôt de Burzog, il y a Montessori aussi, il y a le Lean, il y en a plein qui se développent, avec pour les structures la question de qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce qui est le mieux pour moi aussi, qu'est-ce que ça va transformer pour moi et pour ma structure, ou même des systèmes d'accompagnement ouverts. Et vous avez décidé, donc avec le Gérontopole de Nouvelle-Aquitaine, de monter un programme où vous, sur appel d'offres, faites venir un certain nombre de représentants de ces différentes méthodes-là et les faites rencontrer des directions d'établissements qui se portent volontaires pour se familiariser avec l'ensemble des méthodes. Et puis chaque direction, au bout d'un temps de familiarisation, choisit celle qu'elle veut. Et puis il y a toute une formation avec ses équipes sur cette méthode-là. C'est vraiment une approche très, très étonnante que vous avez conduite. Quelle est la genèse, quelle est l'ambition de ce projet, Lucie ? Effectivement, la genèse du programme Imano, elle prend racine dans les travaux qui sont menés par le Gérontopole depuis au moins 2014, avec une première étude d'action sur un repérage des actions innovantes et puis une étude sur les zones de tension dans les parcours des professionnels d'aide à domicile, donc qui avait conduit à repérer notamment les équipes autonomes, mais pas que. Et donc le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a décidé de soutenir le secteur de l'aide à domicile en s'inspirant d'un programme qui s'appelait Usine du futur et qui visait à
former au lean management plutôt des professionnels de l'industrie, donc avec cette idée de peut-être essayer de reproduire ça dans l'aide à domicile. Et donc mes collègues qui ont porté le programme, eux ont décidé que peut-être il était intéressant de montrer différentes voies, différents parcours, et que de laisser aux équipes et aux directions le choix de sélectionner l'approche qui leur parlait le plus, qui était la plus adaptée pour elles et pour leur structure. Donc il y a eu 6 parcours de formation, la gouvernance partagée, le management par la qualité de vie au travail, le lean management, les équipes autonomes, donc Buurtzorg, Montessori, et puis une approche d'organisation collaborative, un peu entreprise libérée. Et puis l'autre peut-être originalité, c'est que c'est aussi un départ en collectif, puisque 14 structures ont participé au programme et aux formations. Donc il y a eu tout ce départ en collectif, cette mutualisation aussi de moyens qui est intéressante, et ces retours d'expérience, ces échanges entre directions au sein de communautés des directions qui ont pu assez régulièrement partager leurs petits pas, leurs avancées, mais aussi leurs difficultés. Comment vous êtes intégré, vous, et votre regard, votre expertise scientifique dans ce programme-là ? Alors effectivement, peut-être comme le village Alzheimer, il y avait cette idée dès le départ d'objectiver un peu les effets des transformations, alors à la fois avec la réalisation d'une mesure d'impact social pour essayer de revenir un peu sur les effets, mais aussi avec une thèse CIFRE, donc en sociologie, de prendre de la hauteur sur ces innovations, d'analyser ce qu'elles disent du secteur et de ses mutations plus largement, d'où elles viennent, par qui, comment est-ce qu'elles se diffusent aussi. Donc plutôt une posture pour ma part plus en retrait que ma collègue Clotilde Berg qui a animé et porté le projet depuis le début. Et puis, l'idée que l'on a eue aussi, c'était d'intervenir sur une enquête ethnographique. Il y avait cette opportunité assez inédite de pouvoir saisir de l'intérieur comment se passe la transformation, comment se déroulent les formations, les interactions entre les formateurs et puis les participants. Le travail de conviction, de légitimation qui est aussi opéré par les formateurs pour convaincre les professionnels du bien fondé de ces formations. Et donc, voilà, une différence peut-être avec les autres études. La cellule souche, si je puis dire, sont les directeurs. Ce sont eux qui sont là au début, puis après, quand il y a la formation, il y a le reste d'autres acteurs de l'équipe qui viennent suivre la formation autour de... Mais c'est eux qui sont là du début à la fin. Vous les avez suivis particulièrement. En quoi ça change leur posture ? En quoi elle est bousculée et un peu transformée aussi par cette expérience-là ? Effectivement, dans les différents parcours de formation que j'ai pu suivre, la posture du dirigeant est régulièrement convoquée et en tout cas, elle est appelée à évoluer profondément, parfois même jusque dans la sphère personnelle. Il y a une forte remise en question et beaucoup de dirigeants ont témoigné de cette remise en question, même personnelle, sur laquelle ils ont avancé. Et donc ils sont attendus très largement là-dessus. Ils sont très présents dans les discours. Et puis, je vais être un peu redondante, ça a été dit, mais malgré tout, ce qui m'a surprise sur le terrain, c'était que, certes, les dirigeants étaient très présents dans les discours, les aides à domicile aussi, évidemment, mais que l'échelon, peut-être, qui était moins nommé et qui, pourtant, est le plus impacté, effectivement, dans ces transformations, c'est bien l'encadrement intermédiaire, et ce, à plusieurs titres, puisqu'il a d'abord à comprendre, à intégrer la démarche qu'il n'a pas toujours choisie. C'est plutôt souvent un souhait qui vient de la part des directions. Il a apporté cette nouvelle organisation auprès des intervenants, effectivement, en plus de son travail quotidien. Il a à faire évoluer sa pratique, se placer au service, devenir un peu coach, parfois même à renoncer à certaines missions. Et puis, dans certains cas, il a quand même, malgré tout, le risque de disparaître ou en tout cas d'avoir moins besoin d'autant d'encadrants intermédiaires si les tâches administratives sont confiées aux aides à domicile, alors même qu'effectivement, par ailleurs, et on l'a dit, ils sont importants. Il est important qu'ils puissent se maintenir en poste pour tout un tas d'autres missions peut-être complémentaires de soutien des équipes, mais aussi de rencontres avec les familles et les bénéficiaires. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au final, quand vous parlez un peu de ce projet-là, vous dites il n'y a pas de baguette magique, alors qu'on sait que tous ces modèles ont une approche un peu concurrentielle aussi. Tout de même, il y a un marché, si on peut dire, un peu qui se porte là-dessus. Au contraire, les formations ont permis de poser en fait des questions très fondamentales sur ce qu'est le travail, ce qu'est l'organisation du travail. Est-ce que finalement c'est la vertu et est-ce que ces modèles se différencient autant que ça les uns des autres ? Effectivement, dans le rapport d'évaluation d'impact que l'on a mené, on a constaté des effets un peu limités sur les questions d'absentéisme, de turnover. Alors il y a aussi, et je ne peux pas le développer ici, mais tout un tas de raisons. On a coutume de dire que le programme Imano, c'est plus une amorce de transformation. Il y a une partie des salariés qui a été formée, mais pas la totalité. Donc évidemment, ce n'est pas une baguette magique et je ne crois d'ailleurs pas que les formateurs le présentent comme tel. Je pense qu'ils ont conscience aussi des limites de leurs approches et des enjeux du secteur. Une seule solution ne se suffit pas à elle-même. Malgré tout, une fois qu'on a dit ça, je trouve que
L'ensemble de ces approches ont proposé malgré tout une double mise en dialogue à la fois entre strates hiérarchiques différentes, puisque dans ces formations se côtoient les directions, l'encadrement, les professionnels de terrain qui se croisent parfois assez peu et qui ont pu chacun les uns les autres évoquer leurs difficultés respectives. Et puis une mise en dialogue aussi sur des façons de faire différentes avec ces différents parcours, de recruter différemment, planifier autrement, se déplacer, décider autrement, etc. Et tous ces autrement, c'est des premiers pas sur des débats sur l'organisation de travail qui peut être repensée. Et puis, ça a été dit aussi, peut-être le principal intérêt de ces approches, c'est de recréer du collectif, de remettre du collectif dans un secteur qui est marqué par l'isolement des professionnels. Ça ne doit pas évidemment éluder la question des salaires et de comment financer toutes ces formations-là, comment financer tous ces temps dits improductifs qui sont bien sûr pas improductifs, mais en tout cas c'est des premiers pas qui sont assez ambitieux. Et pas une baguette magique, mais une manière de faire autrement. Et il y a un kit d'essaimage d'ailleurs qui est porté par le Gérontopole. Donc si ça intéresse des structures, ils peuvent se tourner vers le Gérontopole pour ce kit d'essaimage. Juste un petit mot peut-être de conclusion, Diane. On voit finalement. Est-ce qu'il y a un modèle qui domine, qui vaut, qui est finalement celui de la reproduction, ou c'est à chaque structure de trouver chaussure à son pied ? Alors, je pense que Béatrice rejoindra mon propos, mais en effet, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de recette miracle. Et je pense que c'est vraiment le constat qu'on souhaite apporter. Et je pense que c'est bien d'avoir du recul aussi sur ces modèles, la manière dont ils sont pensés, etc. Bien évidemment, ils vont permettre de faire dialoguer, mais dialoguer les équipes, repenser la manière de travailler, etc. Mais il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de baguette magique. Et c'est ça qui pour nous, est quand même intéressant à prendre en compte. C'est-à-dire que ça peut être un déclencheur, mais pas une fin en soi, je dirais. Merci à vous trois. On va regarder bien évidemment le dessin d'Émilie. On ne se quitte pas sans le dessin d'Émilie. Avant, juste, je voudrais adresser le dernier sondage qu'on va avoir de notre journée, la dernière question qui vous est posée, toujours l'onglet sondage si vous pouvez l'employer. Je vous pose la question, alors voilà, elle vous est posée à l'issue de la journée que nous venons de passer. Êtes-vous plutôt optimiste ou plutôt inquiet sur l'avenir des métiers de l'aide à l'autonomie? Voilà, vous avez 3 réponses possibles. On se retrouve tout à l'heure pour partager le résultat, bien évidemment. Et on va aller voir si on a le dessin. Est-ce qu'on a le dessin d'Émilie sur cette belle aventure partagée de ces nouveaux modes de gouvernance? Voilà, sa fresque sur ces nouveaux modèles qui nous embarquent comme des fusées du projet ADMR qui permet de mieux communiquer via signal et de connaître mieux le terrain, voilà, et qui préduit le village Alzheimer. Alors, belle vision. Alors, je ne sais pas si les 4 quartiers se découpent comme ça et si ça fait EHPAD, mais ça serait une bonne idée d'organisation. C'est 120 pros, le cadre, le non médicamenteux, le respect, le temps. C'est 4 valeurs fortes que vous avez partagées. Et puis, Imano, redonner du sens au travail, déploiement des nouvelles technologies qu'on a abordées avec Catel. On voit là, bien dit tout de même, beaucoup des choses qu'on a dit et puis des fondamentaux qui ont tramé ces échanges-là. Je vous remercie beaucoup toutes de nous avoir accompagnés pour cette dernière séquence inspirante. Merci à vous. On se retrouve dans quelques tout petites minutes pour la conclusion et on va revoir la fresque, les dessins d'Émilie en attendant de cette belle journée.